Je faisais partie de cette France silencieuse. Mais pourquoi elle est silencieuse, cette France? Pourquoi elle l'était, en tous les cas, avant les Gilets jaunes? Pas une France étouffée par les responsabilités, par la vie de famille, par le travail, par pouvoir essayer de s'en sortir jusqu'à la fin du mois. Je faisais partie de cette France qui ne fait partie d'aucun parti politique, cette France qui ne fait partie d'aucune association, mais qui gueule devant sa télé, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis dit, le jour où le peuple se lèvera, et on parlera d'une seule voix, eh ben, je serai avec eux. Et ce jour-là est arrivé le 17 novembre. Je me suis reconnu dans ces gens-là. Et avant de faire passer nos propres idées, c'est surtout le lien social, enfin le lien social qu'on pouvait créer, et de ne regarder que l'humain. J'ai parlé avec des gens sans savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils votaient, ce qu'ils mangeaient, et on s'est aperçu qu'on avait exactement les mêmes problèmes. Beaucoup de gens se posent la question de savoir où sont les gilets jaunes, mais nous, gilets jaunes qui sommes dans la rue depuis 4 ans, la vraie question c'est où sont les autres ? Il y a 4 ans, jour pour jour, ils étaient des milliers de gilets jaunes à s'installer sur les ronds-points partout en France pour protester contre la hausse des prix du carburant et plus globalement pour le pouvoir d'achat. Comme à chaque anniversaire, on fait le bilan, on se pose aussi la question de l'avenir. Qu'est-ce qui a changé en 4 ans après ce mouvement historique qui a mis sous le feu des projecteurs la question de la pauvreté, de la vie chère et des violences policières? Face à l'inflation galopante et alors que la ristourne à la pompe du gouvernement doit diminuer, peut-on s'attendre à un retour des Gilets jaunes? On en parle avec Jérôme Rodriguez, l'une des figures de proue du mouvement, éborgné par des forces de l'ordre, chauffées à blanc par le pouvoir macroniste. Beaucoup parlent d'un retour des Gilets jaunes, ce qui laisse entendre qu'ils ne sont plus là. Le problème, alors autant pour retour ça ne fonctionne pas, c'est ce préfixe « re » qu'on entend sur pas mal de médias, les Gilets jaunes reviennent, retour, enfin ce genre de choses. Il faut savoir qu'ils ne sont jamais partis. Ils sont rentrés pour la plupart à la maison, on en expliquera les causes peut-être pour tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais partis. La colère est toujours bien présente, je le vois au niveau des réseaux sociaux, et je le vois de par la visibilité que j'ai pu avoir médiatique, des gens que je rencontre dans la rue, qui me disent « mais où sont les gilets jaunes ?» Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de savoir où sont les gilets jaunes, mais nous, gilets jaunes qui sommes dans la rue depuis 4 ans, la vraie question c'est où sont les autres ? Parce qu'à la base, nous sommes des citoyens. Que j'enlève ou que je mette un gilet jaune, mes idées restent les mêmes. Mon combat restera le même. Mais où sont ceux qui nous attendent aujourd'hui? Où sont ceux qui ont un manque de responsabilité pour porter la responsabilité sur l'autre, de pouvoir engager un combat pour que lui vive mieux? Alors qu'aujourd'hui, on est tous assujettis au même problème. Quelle que soit la couleur, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe que l'on est, on est tous assujettis au même problème. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas raciste aujourd'hui, c'est quand même ceux qui viennent chercher l'argent. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur. Et quoi qu'il arrive, aujourd'hui, l'argent, ils viennent le chercher dans toutes les poches. Et ils font pas de différence. Il est compliqué aujourd'hui de faire comprendre aux gens que si on est 1 million de personnes dans la rue, dans toute la France, c'est le gouvernement qui va plier. C'est les flics qui vont baisser le tonfa. Alors c'est vrai qu'à 300 000, c'est un peu plus compliqué, qu'on se fait un petit peu déglinguer la tronche. Mais aujourd'hui, force est de constater que, je vous le répète, les gens attendent les autres. Il y a une déresponsabilisation en France qui est quand même assez phénoménale, à tout point de vue. Tu sais, je vais te prendre un exemple basique. Il neige sur Paris. On a 0,5 cm de neige. T'as tout le monde qui gueule, mais ils sont où les déneigeuses? Bah ça va, 3 jours de neige sur Paris, 3 millions d'euros une déneigeuse, sans compter le sel qui pollue. Tu peux pas marcher à pied, tu peux pas tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, attendez d'attendre l'autre. Arrêtez d'attendre l'autre, arrêtez d'attendre le chèque énergie, arrêtez d'attendre le chèque je sais pas quoi. Venez dans la rue, venez vous battre pour mériter le salaire que vous avez et que ce salaire puisse vous envoyer jusqu'à la fin du mois. La plupart des Gilets jaunes étaient présents à la manifestation organisée par la LFI sur le pouvoir d'achat. Ils sont présents dans toutes les manifestations parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, on est touché. Si on prend les soignants suspendus, on est touché parce qu'aujourd'hui, on est en manque de soignants. Donc, en tant que citoyen qui va tomber malade, on va se retrouver en galère à l'hôpital parce qu'on n'aura pas de soignants. Donc, on est forcément tous touchés par les problèmes des uns et des autres parce qu'au final, on est tous les mêmes. On a tous du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts. On a tous du mal aujourd'hui à garder un travail, de pouvoir trouver un travail, ou en tout cas qui soit rémunérateur. Donc forcément, on est tous liés sur quelque chose. Donc il est important peut-être de venir apporter du soutien à des soignants, à des raffineurs, à des gens qui nous conduisent le métro, parce que eux aussi nous soutiennent et nous sont plus quand on est descendu dans la rue. Alors pour les puissants, la justice prend l'ascenseur. Pour les plus faibles, elle prend l'escalier. À défaut de parler de mon propre cas, on va parler des 40 mutilés, qui pour beaucoup n'ont pas pu porter plainte, qui pour beaucoup aujourd'hui sont d'une détresse psychologique, physique, familiale, parce qu'ils n'ont justement pas eu le soutien que moi j'ai pu avoir la chance d'avoir avec l'ensemble des Gilets jaunes. Et je pense que c'est ces personnes-là qui aujourd'hui méritent qu'on les pointe du doigt pour pouvoir leur venir en aide, ces choses qu'on a pu essayer de faire cet après-midi en se rendant à l'Assemblée, pour pouvoir avoir un minimum de justice, d'indemnisation et surtout de reconnaissance. Parce qu'il n'est pas normal dans un pays comme la France d'avoir mérité ce qu'on a eu. Parce qu'on me dit souvent, t'as perdu un œil. J'ai pas perdu un œil.
On me l'a crevé. L'État français m'a crevé un œil par le biais de la police. Pourquoi, dans un pays comme la France, où en cours d'éducation civique, on nous a appris les préceptes des Lumières, de la liberté, de la mère patrie des droits de l'homme, où on nous a dit, si un jour tu as un problème, tu as le droit de le dire, de revendiquer, et le jour où on a levé la main en disant qu'il y a un problème, la seule chose qu'on a mérité d'avoir, c'est de recevoir une bastos dans l'œil. D'avoir une main arrachée, d'avoir des gens en prison, d'avoir des gens verbalisés, des gens qui ont peur simplement d'aller en manif à la vision d'un policier avec un tonfa ou avec une grenade. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est peut-être le plus grand désarroi que j'ai aujourd'hui dans ce pays, de voir que cette fameuse démocratie n'existe pas, en tout cas quand elle ne sert pas les puissants. Il n'y a eu aucune justice. Il y a eu, je crois, Lady Burger, qui est la fille qui a reçu un coup de tonfa derrière la tête, qui n'a pas été rétribuée à sa juste valeur sur le préjudice qu'elle a pu commettre. On a aussi une demoiselle qui s'était fait arracher la joue du côté de Biarritz. Je crois qu'il a pris 1 500 € de dommages et intérêts, alors que la gamine est défigurée, quoi. Donc la justice n'existe pas, et puis pour tous les autres, il n'y en a pas. À titre personnel, je pense que je ne suis pas prêt d'en avoir d'ici 2 ans. Donc ça fera déjà 6 ans que j'attends. Et pour vous donner une information, le policier a été jugé par sa hiérarchie. Il a pris 5 jours de suspension de travail. Alors j'ai pour habitude de dire que le dernier mec que j'ai vu qui a pris 5 jours de renvoi, c'est un copain qui avait pété une vitre au collège, quoi. Le chef de la police a aussi déposé plainte contre vous. C'est Gérald Darmanin qui a été scandalisé par un tweet dans lequel vous avez assimilé, selon lui, la police à une bande de nazis. Et vous avez d'ailleurs déclaré, il est regrettable que ce ne soit pas aussi rapide pour ceux qui m'ont crevé un œil. Parce que c'est une procédure qu'on appelle un délit de presse qui est jugé à la 17e chambre correctionnelle, qui généralement prend 3 ans pour aboutir sans avoir la certitude de pouvoir gagner. Moi, je me suis retrouvé devant un tribunal au bout de 2 mois et demi. Par contre, quand tous les députés de LREM, ne serait-ce que la semaine dernière, m'ont traité de tous les noms d'oiseaux, parce que vous vous rendez compte, je suis rentré à l'Assemblée, quand tous les députés à la télé m'ont traité de fou barbu, de toutes les insultes, moi, je ne peux pas porter plainte. Parce que je commence à en avoir marre d'être sali, dégueulassé, alors que je suis juste un honnête citoyen qui porte aujourd'hui le prix de la violence et qui a nullement envie d'appeler à la guerre. Parce que les seuls qui déclarent la guerre aujourd'hui, à défaut de répondre aux questionnements et aux revendications des Gilets jaunes, c'est le gouvernement. Le seul qui utilise des armes de guerre aujourd'hui, c'est le gouvernement. Le seul qui utilise des grenades avec 25 grammes de TNT, alors que l'armée s'entraîne avec des grenades à 7 grammes, qui pètent déjà des pieds, il faut le savoir. Qui fait la guerre à qui aujourd'hui? Alors je sais que les cagnottes sont beaucoup critiquées au sein du mouvement, mais à un moment donné, vu qu'on n'est pas structuré comme par exemple d'autres groupes d'action, quand il y a un mec qui tombe, un avocat ça se paye. Moi, un avocat ça se paye. Je vais donner un ordre d'idée et il le mérite, attention je ne crache pas dessus, mais moi je l'ai payé 6 000 € déjà pour le premier procédure. 6 000 €, vous croyez que je les ai? C'est la moitié de mon salaire à l'année. Donc heureusement qu'il y a une solidarité qui peut se mettre en place, et tous ceux qui aujourd'hui sont ennuyés par la justice, encore eux qui peuvent avoir ce soutien de par les cagnottes. Et je remercie tous ceux qui ont pu y participer, parce que peut-être que même je ne pourrais pas avoir mon affaire en justice aujourd'hui. Donc vous l'avez dit, ce mouvement vous a coûté un œil, il vous a aussi coûté des atteintes à votre vie privée. Vous disiez à l'instant que Marlène Schiappa vous avez accusé de violence conjugale. Alors j'avais été accusé de violence conjugale. Sauf qu'elle a remis un petit coup de piquant, parce que vous avez certains personnages néfastes, ce qu'on appelle les haters sur les réseaux sociaux, qui se sont amusés à prendre des bouts de vidéos où c'est vrai qu'on a l'impression que je prends un kiff à taper ma femme, quoi. Chose qui n'est complètement fausse. Et elle s'est servie de cette vidéo pour pouvoir m'en mettre plein la tronche. Et moi, je ne peux rien faire. Après, quand je me suis fait crever l'œil, vous avez beaucoup de gilets jaunes qui sont venus me voir, me dire « Putain, Jérôme, tu vas finir comme Coluche, tu vas finir comme Coluche. » Bon, moi, je ne suis pas dans ce délire-là, mais ils m'ont fait peur. Donc j'ai demandé à mon avocat s'ils allaient continuer. Ils m'ont dit « Écoute, physiquement, ils ont essayé de t'atteindre, sauf que comme tu es un relou et que tu t'es relevé, socialement, ils vont te détruire. » Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est juste incroyable, dans un pays comme la France, qu'on vienne vous déglinguer comme ça, parce qu'on a eu... Enfin, juste parce qu'on a pris la parole. Moi, je voudrais juste que les Français réalisent, quoi. Juste que les Français réalisent qu'aujourd'hui, les préceptes de ce pourquoi on avait la liberté de parole sont complètement foutus en l'air par un monarque, quoi. Et si c'était à refaire, est-ce que vous rejoindriez ce mouvement au prix de votre intégrité physique et au prix également de votre famille? Complètement. Vous le referiez? Je prendrais d'autres décisions. Comme? Stratégiques. De quel type? J'ai pris beaucoup de décisions dans le mouvement des Gilets jaunes qui étaient des décisions de cœur. Chose que la moitié de l'humanité est incapable de comprendre. C'est mon cœur qui parlait. D'accord ? J'ai pris une décision stratégique, un jour j'en parlerai, c'était au niveau de Bigard quand il a voulu intégrer le mouvement. Parce que je ne le sentais pas. Et je suis bien content qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé et qu'il a pu être sorti du mouvement, parce qu'au final,
ils n'avaient rien à y faire. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des décisions de cœur. Et c'est celles qui m'ont coûté le plus cher. Parce que les gens n'ont pas cette capacité de comprendre qu'à un moment donné, c'est le cœur qui nous guide. Vous n'avez pas assez concerté? Ah, concerté, si. On parle énormément. Avec l'ensemble des structures gilets jaunes qui ont pu être créées, comme la Fédération de la Ligue citoyenne, la FAGJ qui est gérée par Yves à Tarbes, toutes ces associations. Moi, je viens piocher. Moi, dans le mouvement des gilets jaunes, j'ai un taf de feignant. Dans le sens où j'ai juste à laisser penser ceux qui ont pensé chez les Gilets jaunes, de récupérer, de synthétiser, de vulgariser et de le retranscrire dans des lives pour que les gens puissent s'intéresser au travail des Gilets jaunes qui a été entrepris. Vous avez une génération de penseurs chez les Gilets jaunes. J'ai 2 boîtes de 160 litres remplies d'archives avec des projets de vie, des projets de société, des projets d'amélioration de vie que des Gilets jaunes, des groupes de Gilets jaunes ou sortis de conférences Gilets jaunes ont pu sortir et qui peuvent être à disposition aujourd'hui de l'ensemble des Français, qui peuvent mériter d'en discuter, de mettre de côté les points qui ne valent rien et de mettre en avant les points positifs. Il y a un énorme travail qui a été fait et mon but et mon rôle à moi en tant que, on va dire, communicant du mouvement, c'était de pouvoir parler de tout ça. Il faut juste se rappeler que la personnalisation dans le mouvement, c'est pas possible. On a tous notre petite pierre à mettre à l'édifice, aussi bien sur les ronds-points, Martine qui faisait la cuisine, que Jean-Pierre qui coupait du bois, que Jamel qui s'occupe du barbecue, celui qui va mettre en place les manifestations, celui qui va mettre en place les prises de ronds-points, celui qui va parler à la télé. Vous voyez, on avait tous chacun un petit peu notre pierre pour pouvoir construire ce gros mur qu'on a essayé de nous défoncer à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un travail de groupe et c'est pas mettre une personne en avant. C'est le groupe qui compte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez rejoint le mouvement? Un 17 novembre. Non, même pas. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Parce que je faisais partie de cette France silencieuse. Mais pourquoi elle est silencieuse, cette France? Pourquoi elle l'était, en tous les cas, avant les Gilets jaunes? Pas une France étouffée par les responsabilités, par la vie de famille, par le travail, par pouvoir essayer de s'en sortir jusqu'à la fin du mois. Je faisais partie de cette France qui ne fait partie d'aucun parti politique, cette France qui ne fait partie d'aucune association, mais qui gueule devant sa télé, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un passif familial très militantiste, alors c'est peut-être ça aussi que j'avais dans les gènes, mais j'avais compris que c'était pas un parti politique, c'était pas une association, parce que si à un moment donné, les gens arrêteraient de crever de faim, les Restos du Cœur, ça n'existerait plus. Action contre la faim, ça n'existerait plus. Donc je me suis dit à un moment donné, alors je ne dis pas que c'est inutile, mais en tout cas, ce n'était pas opérationnel. Et je me suis dit, le jour où le peuple se lèvera et on parlera d'une seule voix, je serai avec eux. Et ce jour-là est arrivé le 17 novembre. Alors les Gilets jaunes m'ont emmerdé le 17 novembre parce que j'étais bloqué sur la Nationale 2, j'ai jamais pu accéder à Paris. Tu vois, pour te dire. Donc je suis arrivé sur Paris le 24 novembre et je me suis reconnu dans ces gens-là. Je me suis reconnu dans ces gens-là. Et avant de faire passer nos propres idées, c'est surtout le lien social, enfin le lien social qu'on pouvait créer et de ne regarder que l'humain. J'ai parlé avec des gens sans savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils votaient, ce qu'ils mangeaient, et on s'est aperçu qu'on avait exactement les mêmes problèmes. Moi, je suis issu d'une famille de gauche, d'accord, communiste, mon grand-père très militant, d'accord, donc on connaît mes positions en tous les cas. Moi, avant le mouvement des Gilets jaunes, un mec du FN, c'était pas possible. Je ne parle pas avec lui. Le mouvement m'a permis au moins de pouvoir discuter avec lui, de débattre avec lui. Alors je sais qu'il y a plein de gens dans la gauche qui vont me dire « Ah mais t'es un grand malade, faut pas parler avec ces gens-là ». Sauf que cette personne-là, ça reste un être humain avant tout, et quand il a faim, il a la même douleur au ventre. Et le fait de pouvoir débattre, le fait de pouvoir discuter avec lui, c'est peut-être aussi lui dire que ce qu'il pense, c'est peut-être pas la bonne idée. Attention, je tiens à préciser qu'il faut faire la différence entre les purs lepénistes, bien racistes, bas du front, les idéologues. Voilà, dogmatiques, et ceux qui votent Le Pen parce qu'ils ont cet argument premier qui est « Ah ben on l'a jamais vu, on voudrait essayer ». C'est peut-être pas un bon argument pour moi, d'accord ? Ça n'engage que ma propre parole, mais il était important de pouvoir discuter entre nous tous pour arriver à un résultat commun. Mais quoi qu'il arrive, je pense que s'il y a bien une idée qui peut unir l'ensemble des citoyens vivant en France, quelle que soit sa couleur, son sexe, ce qu'il fait, c'est bien le ventre, quoi. C'est bien de pouvoir nourrir nos familles. Vous parlez donc de résultats, donc de buts communs et donc de recherche d'un même résultat. On va parler du bilan. Qu'est-ce qui a changé après ces 4 ans? Alors c'est sûr que ce mouvement a vraiment mis en lumière la précarité dont souffrent les Françaises et les Français, les difficultés à rejoindre les deux bouts, également les violences policières. Qu'est-ce que vous avez gagné à l'issue de ces 4 ans? Alors on a gagné quoi? On est passé à 2400 milliards de dettes à 3000 milliards de dettes.
On a gagné quoi? On a gagné aujourd'hui des prix qui augmentent de 20%. On a gagné quoi? On a gagné aussi un litre d'essence qui est passé à 2 € et les gens se mettent des coups de couteau pour pouvoir avoir un peu de coco. Ben voilà, on a gagné tout ça, quoi. Pas déçu du bilan en interne chez les Gilets jaunes parce qu'on a pu faire le bilan, tout n'a pas été réussi et tout ne s'est pas fait correctement par peut-être manque de structuration et d'organisation. Faut le dire, c'est sûr, parce que nous, tu sais, Gilets jaunes, on est les premiers à dire « Ouais, les moutons, les moutons, les moutons ». Sauf qu'on n'a juste pas compris un truc, c'est que les moutons dont on parle, ils ont un berger. Il s'appelle Macron, il s'appelle Le Pen, il s'appelle Mélenchon, il s'appelle Tartampion, ils ont un berger. Nous, on dit aux Gilets jaunes « Viens manger mon herbe ». Mais il n'y a pas de berger pour les accueillir. Vous avez besoin il manquait un leader? Je ne sais pas si c'est le terme leader qui prédomine, mais de faire comprendre aux gens. Depuis des millénaires, on nous apprend à l'école, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, que des gens qui ont fait du bien, Martin Luther King, qui ont emmené, qui ont eu du leadership dans leur idée, dans leur combat. Vous l'avez, ce leadership. Et aujourd'hui, quelque chose qui est millénaire en termes de leader et de leadership, on dit non, on n'en veut plus. Sauf que les gens, c'est comme un drogué, tu ne vas pas lui arrêter la drogue tout de suite, il y a une période de sevrage. Donc, emmenez-les, on va les emmener vers nous, avec peut-être des bergers, pas un, mais des bergers, et leur apprendre qu'aujourd'hui, on peut faire différemment et qu'on peut être son propre berger. On n'a peut-être pas compris ça. On était les premiers, nous, Gilets jaunes, à demander un bilan de la part des politiques et qu'ils fassent le bilan de ce qu'ils ont pu faire ou pas fait. Bah, nous aussi, il faut qu'on le fasse. Alors, c'est peut-être un bilan personnel que j'ai, mais je pense qu'il aurait été important. Surtout que quand on vante les préceptes du RIC, de la démocratie directe, et que dans ces préceptes-là, il y a la révocation de nos élites quand ils ne font pas le boulot, rien ne nous empêchait, nous, Gilets jaunes, de se structurer via les bases du RIC et de mettre en place, ne serait-ce que pour avoir quelque chose de concret, pour raconter aux Français, regardez, nous, on fonctionne comme le RIC. Si le mec, il déconne, il dégage. Vous voyez, on aurait pu faire plein de choses comme ça a été compliqué, peut-être par manque d'organisation, de structuration. Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus mis en association, en regroupement pour pouvoir faire du travail commun. Le dernier travail que j'ai pu discuter avec la FAGJ, c'était la reconnaissance du vote blanc à l'Assemblée nationale, de travailler avec des députés eux aussi pour essayer de mettre en place des lois, enfin plein de petites choses pour montrer qu'on est des gens intelligents et qu'on a des choses à proposer et qui seraient contents de peut-être se mettre autour d'une table pour pouvoir en discuter. Quand les gens me regardent et qu'ils voient ça, la première chose qu'ils me disent, c'est « Moi, je veux pas en manifestation, M. Rodriguez. Je suis chauffeur de métro, moi. Je m'en crève un œil, je perds mon boulot, comme j'ai perdu le mien. » Parce que pour le coup, moi, j'avais fait le précepte macronien. J'avais traversé la rue, 20 ans dans le commerce, 20 ans dans les grandes surfaces. Je décide de devenir plombier. Au bout de 6 mois, il me met une bastos dans l'œil, j'arrête. Je reviens dans les magasins. C'est l'histoire de ma vie de rencontrer des gens, mais j'ai jamais eu autant d'histoires de vie aussi dégueulasses que positives, de discussions, de débats, de fou rire aussi, hein, de pleurs. On a partagé tellement de choses avec les Gilets jaunes. On a vécu dans une bulle, quelque peu, où tout était décuplé, le bon comme le mauvais, j'en ai les poils, hein. Le bon comme le mauvais, et juste cet esprit de camaraderie, cet esprit de fraternité, de ne pas se préoccuper de qu'est-ce que bouffe l'autre, de qui il fait l'amour, et de qui il vote, et de marcher d'un seul homme, tu vois, cette utopie qui a pu être visible et palpable pendant quelques semaines dans les villes françaises. Je pense que c'est le meilleur moment, quoi, de voir qu'au final, on peut tous se parler, on peut tous s'écouter, quoi. Un appel à lancer ce soir, ça serait lequel? Je dirais aux Français d'éteindre leur télé, parce qu'à défaut de se concentrer sur des embrouilles entre Hanouna et j'ai oublié son nom, Boyard, bah pendant ce temps-là, les légumes ont pris 34%, l'essence est passée à 2 €, la viande est à plus 25%, les légumes secs à plus 20%, le papier toilette à plus 20%. Éteignez votre télé, regardez votre famille, regardez les besoins qu'elle a, et bougez-vous. Arrêtez les jeux du cirque de vous faire bananer le cerveau pour des conneries, alors que le vrai sujet aujourd'hui, il est devant toi. Ouvre la porte de ton frigo, regarde ta fiche de paie, et tu verras que c'est ça la réalité. Réfléchissez. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Regardez l'état des rayons aujourd'hui, vide. Regardez l'état des prix. Réalise qu'aujourd'hui, tu mets de l'essence pour aller travailler, mais tu travailles pour rembourser l'essence que tu viens de mettre. Pas de moi, elle est de Oralsan d'une façon différente. Mais comment ça, aujourd'hui, on ne gagne pas notre vie? Comme on dit que les Français sont des feignants, mais c'est surtout que personne ne donne de valeur au travail. Tu donnes 1200 balles aujourd'hui à un mec qui va dans la restauration pour se taper des services de merde et travailler le samedi, dimanche et les jours fériés sans être payé double. Pour faire quoi? Pour qu'on lui apprenne qu'à la fin de l'année, avec l'augmentation de l'essence, il est à plus 750 € de budget sur une paye de 1002.
C'est même plus indignez-vous, c'est réveillez-vous.